Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête? Bonne écoute! Retour à la terre, reconnexion à la nature et au vivant. Je vous convie aujourd'hui dans un nouvel épisode réalisé en collaboration avec l'association Back to Earth, dont la mission est d'œuvrer pour le retour à la terre des citoyens. Promouvoir de belles initiatives rurales et innovantes ou encore favoriser les échanges entre néo-ruraux et futurs néo-ruraux, voici les engagements de Back to Earth. Et aujourd'hui, partons à la rencontre d'Emeline. Emeline est actuellement une maraîchère bio épanouie au contact de la nature. Pourtant, elle n'a pas toujours eu les mains dans la terre. En effet, ce n'est qu'après plusieurs années d'études d'ingénieur et de vie parisienne qu'elle décide de réaliser un revirement de situation. Avec Emeline, nous parlons de sa reconversion professionnelle, bien entendu, mais aussi de la transition rurale, car passer d'une vie citadine à une vie rurale n'est pas toujours très simple. Enfin, nous consacrons une grande partie de notre discussion aux différents modes d'agriculture qu'il existe, afin de mieux comprendre ce que nous mettons dans notre assiette, mais aussi l'impact de ces agricultures sur notre environnement. Belle écoute! Bonjour Emeline, bienvenue sur le podcast Une graine germe qui est aujourd'hui en collaboration avec l'association Back to Earth qui a une mission que j'aime beaucoup qui est celle d'œuvrer pour le retour à la terre des citoyens et la transition vers un monde un peu plus rural. Aujourd'hui j'ai voulu t'inviter parce que effectivement l'association Back to Earth que tu connais j'imagine m'a mise en relation avec toi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'agriculture, et j'aimerais qu'on prenne un peu plus le temps d'apprendre à te connaître, toi, Emeline. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu qui tu es, de la manière la plus libre que tu le souhaites? Eh bien, je m'appelle Emeline Benz, j'ai 36 ans, je suis originaire des Vosges et je vis en Gironde depuis fin 2015 et je suis arrivée en Sud-Gironde où je suis maraîchère bio depuis septembre 2020. Donc, ayant grandi à la campagne dans les Vosges, j'ai eu une éducation très tournée sur le monde extérieur, un rapport à la nature omniprésent, même si je ne m'en rendais pas forcément compte, mais des balades en forêt, aller chercher les champignons, forcément avoir une maison avec des champs derrière et pas mal d'animaux. Donc, ça m'a toujours suivie tout au long de ma vie, même si, comme beaucoup de personnes, j'ai eu une petite phase parisienne pour mes premières années d'emploi. Mais là, grâce à ma reconversion, j'ai pu retourner à la terre, comme le prône Back to Earth, et me rapprocher d'un environnement un peu plus naturel et fidèle à mes racines. Et voilà, que ce soit en ville ou à la campagne, ce qui m'occupe quand je ne travaille pas, c'est beaucoup la musique, la danse africaine et puis surtout faire des bons repas entre amis avec des produits locaux et des collègues paysans. Alors, si je comprends bien, donc tu as quand même eu une enfance
plutôt rural. Et ensuite, tu as migré dans un monde plus urbain. J'imagine au niveau fin de l'adolescence, début de la vie adulte, pendant tes études, peut-être tes études supérieures? Oui, parce que alors de le petit village d'où je viens, c'est 900 habitants et donc on a quand même la chance d'avoir, le cycle scolaire jusqu'au collège. Mais après, dès qu'on veut partir au lycée, c'est, à 50 kilomètres, donc c'est l'internat et être, heu, loin de sa famille, pendant la semaine, quoi. Et donc ça a eu le bénéfice de me donner un peu d'indépendance, assez jeune, hein, au final, dès l'entrée au lycée. Et puis après, jusqu'à mon diplôme, d'ingénieur, j'étais plutôt en ville, en effet. Je suis d'abord restée en Lorraine et après j'ai migré à Toulouse, avant de passer, sur la vie parisienne pendant 7 ans pour mon premier emploi. Mmh. Alors question très anodine, mais qui n'est pas forcément anodine, hein, parce que je pense qu'on est un peu une génération, similaire. Mais quelle a été pour toi, la raison, de réaliser ces études supérieures et donc de migrer en région parisienne? Est-ce que c'était une envie profonde de faire des études ou est-ce que c'était parce que dans notre génération, on avait cette, pression plus ou moins importante et imposée de faire des études et donc du coup, derrière, forcément amené à changer de région? C'est vrai que je voulais être vétérinaire, alors c'était quand même dans l'envie d'avoir une vie rurale par la suite et un métier qui me permette, d'être à la campagne. Mais malheureusement, c'est quand même des études où forcément il faut, s'éloigner un peu, quoi, que ce soit pour les classes préparatoires ou ensuite les écoles, vétérinaires. Il y en a que quelques-unes en France et donc c'est forcément dans des grandes villes. Au final, le jeu des concours a fait que, je n'ai pas été admise en école vétérinaire, mais voilà, j'ai quand même eu une école d'ingénieur en agronomie qui était dans une grande ville. Donc c'était un peu le choix cornélien entre, rester dans une école, d'agronomie en Lorraine, proche de ma famille et donc un accès plus facile à ma campagne vosgienne ou carrément migrer, à Toulouse, dans l'école d'agronomie de Toulouse et m'éloigner de ma famille. Mais bon, c'était aussi un peu, les années de challenge où on veut aussi, prendre son envol et puis, faire son chemin. Donc j'avais choisi Toulouse à l'époque pour découvrir, d'autres territoires et bon, on avait quand même la chance d'être dans une école, où on n'était pas en plein centre-ville de Toulouse. On était quand même un peu plus à la campagne avec, des enseignements et des travaux pratiques, dans les champs. Donc voilà, c'était la ville sans être complètement, l'hyper centre-ville, toulousain. Et donc c'est ton métier ensuite, post-études qui t'a amené à vivre en région parisienne? Oui, c'est ça. En fait, bon, j'avais rencontré un compagnon à l'époque quand j'étais en école d'agronomie et lui était de Paris. Donc quand on a été tous les 2 diplômés, il a rapidement trouvé du travail sur Paris. Et voilà, on s'est dit: «Bon, on se lance un peu dans la vie active à 2». Et moi, j'ai cherché sur Paris, même si c'était pas vraiment la zone géographique que j'espérais le plus. Mais bon, c'est une réalité. C'est sûr que sortie d'un diplôme bac+5, il y a quand même pas mal de postes sur Paris. J'ai mis un pied dans l'écologie encore un peu plus, en arrivant sur Paris au final, de manière assez rigolote. Enfin, on pourrait penser que la ville, ça nous amène vers des boulots d très bureaucratiques. Mais au final, moi, c'est ce qui m'a permis d'entrer dans l'écologie encore un peu plus parce que j'ai travaillé pendant 7 ans à la Fondation Nicolas Hulot et c'est vraiment ce qui m'a, donné cet élan écologique encore un peu plus que j'avais. Je l'avais de cœur et voilà, de mon enfance à la campagne, mais là, de travailler à la Fondation Nicolas Hulot, ça me l'a donné dans une dimension, plus professionnelle et un peu plus militante aussi. Donc finalement, c'est un peu grâce à mon passage à Paris que toute ma vie s'est ensuite, tournée vers l'écologie et la biodiversité. Donc ça peut paraître paradoxal, mais ça aura eu ce bénéfice-là. Peux-tu nous raconter un petit peu, en quoi consistait ton travail ou tes missions à la fondation de Nicolas Hulot? Alors au début, quand j'ai commencé, je travaillais sur, leur plateforme du bénévolat. L'idée justement, c'était d'essayer de recréer un lien entre, les citoyens et le monde associatif et la protection de la nature. Donc c'est une plateforme qui s'appelle J'agis pour la nature et où les associations qui recherchent des bénévoles pour, des centres de soins pour la faune sauvage, des ramassages des déchets, des plantations d'arbres, peuvent poster leurs petites annonces sur la plateforme et puis les citoyens, par un jeu de géolocalisation, peuvent trouver les actions proches de chez eux ou dans leur lieu de vacances.
Donc voilà, c'était vraiment de recréer ce lien entre, les citoyens et la protection de la nature. Et ensuite, au cours de 7 ans, j'ai eu pas mal de missions différentes, mais notamment une qui m'a beaucoup occupée, c'était d'apporter un soutien, enfin de faire la logistique, et le lien, entre nos mécènes qui nous versaient de l'argent et des associations de protection de la nature sur le terrain qui avaient besoin de financement pour leurs projets. Donc moi, j'étais vraiment, ce lien entre la fondation et les associations, de terrain. Donc j'ai eu la chance, d'aller un peu partout en France et métropolitaine, mais aussi outre-mer, pour rencontrer les associations qu'on soutenait. Donc ça allait, de la protection des tortues, sur l'île de la Réunion, à des petites actions de ramassage des déchets dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, et aussi beaucoup de chantiers de plantation d'arbres. Donc voilà, c'était vraiment la chance de pouvoir, être au cœur de l'action. J'étais pas trop derrière mon bureau, donc ça, c'était bien. Mais j'étais beaucoup, beaucoup sur le terrain et avec surtout cette stimulation de voir, tout ce qui se fait. C'est vrai que dans des moments où on pourra un peu baisser les bras en se disant: «Bon, c'est foutu d'avance, on pourra plus inverser la tendance, de tous les désastres écologiques qu'il y a», c'est vrai que d'être au cœur des gens qui agissent sur le terrain, tous les jours, j'avais un peu cette stimulation de dire: «Bon, allez, si, il faut y croire, il y a quand même pas mal de gens qui se bougent, en France pour, faire changer les choses». Donc ça aide à rester positif, mais ça donne aussi beaucoup envie de passer de l'autre côté et d'être sur le terrain et aussi acteur concrètement. Donc c'est un peu ça qui a contribué aussi par la suite à ma reconversion pour plus seulement être, spectatrice des actions, mais vraiment réellement actrice, quoi. Ouais, de toute façon, en ce moment, on parle beaucoup d'éco-anxiété, donc quand même une grande prise de conscience, de certaines personnes, même génération, de ce bouleversement, écologique, climatique et tous ces désastres dont tu mentionnes l'existence. Cette éco-anxiété, on dit souvent que pour, y remédier ou en tout cas pour la limiter, il y a qu'une seule chose, c'est de passer à l'action. Clairement. À notre échelle, on a Ouais. chacun des échelles différentes, mais qu'effectivement le fait de rester spectateur ne fait que alimenter cette éco-anxiété. Ouais. Oui, oui, c'est sûr et moi je l'avais vraiment ressenti. Alors c'était pas forcément l'éco-anxiété, mais du moins de l'anxiété pendant la première période de covid où j'étais en colère un peu, contre l'humanité et voilà, on était responsable de cette emprise sur la biodiversité qu'on a et puis, tous les dommages que ça peut avoir. Et donc au début, il y avait une phase vraiment de colère, de frustration. Puis finalement, quand j'ai commencé à voir, tous les élans bénévoles associatifs qui se créaient pour venir en soutien, à des personnes en difficulté pendant les périodes de covid ou avec le personnel soignant, je me suis dit: «Bon allez, c'est ça qu'il faut regarder et puis, ne pas rentrer dans cette, morosité et qui nous pousse jamais à l'action au final, hein, ça nous enferme plutôt que de nous donner l'élan d'agir, quoi». Alors, si j'ai bien compris un petit peu, petite rétrospective, donc tu es une petite fille qui est née dans les Vosges, donc à la campagne, tu as migré en ville pour tes études, puis en région parisienne également, qui est une ville, hein, mais une belle ville, pour tes différents premiers jobs. Et ensuite, patatras, tu as décidé de retourner à la campagne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a motivé ce changement de vie? Parce que tu nous as donc dit, si j'ai bien compris, que t'étais donc ingénieur, tu es maintenant maraîchère, si je ne me trompe pas. À quel âge s'est passée cette transition? Pourquoi tu as décidé de migrer à la fois de géographie et de métier? Qu'est-ce qui a motivé ce choix aussi de devenir maraîchère? Alors c'était un peu, avant c'était ma petite crise de la trentaine, on va dire, hein, un peu avant que j'ai 30 ans. En fait, mon compagnon de l'époque avec qui on a été à Paris et tout ça, avait migré vers le sud-ouest déjà parce que lui, il était, en saturation de Paris, du rythme de bureau d'études et tout ça. Et donc je me partageais entre, au début, Anglet et Paris et ensuite Bordeaux et Paris. Je cherchais du travail sur Bordeaux, donc j'avais quand même toujours l'envie d'être, dans le monde associatif et protection de la biodiversité. Je trouvais pas et le documentaire, Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent est sorti, début 2016 et on l'a vu tous les 2 avec,
mon compagnon de l'époque et c'est un peu lui qui a enclenché le mouvement, quoi. Il m'a dit: «Mais en fait, on aimerait se retrouver, travailler ensemble, on n'est plus forcément bien dans nos boulots, on est tous les 2 ingénieurs agronomes, pourquoi, ne pas se lancer, dans l'agriculture?» Donc ça a été un peu l'élément déclencheur, et moi j'ai pris cette idée un peu à bras-le-corps parce que de toute façon, je voyais bien que j'aurais du mal à retrouver du boulot, à Bordeaux et enfin, du moins dans ce que je voulais faire. Bon, j'ai dégainé mon téléphone et j'ai un peu appelé toutes les personnes qui avaient déjà, engrangé cette transition-là. Donc moi, c'est Maxime de Rostolan qui a été un peu, mon mentor, on va dire, dans ma reconversion. Maxime, c'est le fondateur de Ferme d'Avenir, de la plateforme de financement participatif Bluebees et qui maintenant est engagé dans divers projets écologiques. Et lui avait fait ce changement-là, à l'époque, il était ingénieur aussi et il était devenu, maraîcher et donc il m'a bien orientée vers les différentes, étapes et puis, il m'a transmis plein de contacts en Gironde, pour pouvoir engager ma reconversion. Donc ça m'a aidé un peu à construire mon parcours et ma transition parce que bon, j'avais pas envie de quitter mon boulot du jour au lendemain et de me lancer comme ça. J'avais vraiment envie de pouvoir refaire une formation très pratico-pratique parce que l'école d'ingénieur nous forme, à l'agronomie, à la biologie des plantes, à la vie des sols et tout ça, mais ça nous apprend pas à être maraîcher, en agriculture biologique, à cultiver, 50 légumes différents, toute l'année. Donc je voulais vraiment refaire une formation spécifique en maraîchage et surtout pouvoir faire des stages parce que j'avais zéro pratique, zéro connaissance, terrain du maraîchage et donc c'est vrai que le temps d'identifier la bonne formation, au final, j'ai quitté la Fondation Nicolas Hulot en septembre 2017 seulement. Donc j'aurais eu 1 an et demi entre le moment où on s'est dit: «Bah, tiens, on pourrait faire ça» et vraiment le moment où j'ai enclenché la transition. Donc pendant toute cette année et demie, grâce à des associations, en local, près de Bordeaux, j'ai pu rencontrer des maraîchers, des agriculteurs, faire quand même un petit cycle de formation pour, me mettre petit à petit dans le bain et découvrir ce milieu. Puis surtout toutes les étapes à l'installation parce que c'est quand même assez complexe, les étapes pour, devenir agriculteur. Donc voilà, ça a fait son chemin. Ça m'a aidé aussi à prendre du recul par rapport à ça et pas me lancer, à l'aveugle et sans filet parce que j'avais un petit peu d'économie, mais pas non plus, énormément. Donc voilà, ça s'est fait doucement mais sûrement. Une fois quitté la fondation, j'ai fait 6 mois de formation en maraîchage, biologique dans un centre de formation pour adultes près de Bordeaux et à l'issue de ça, j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec des maraîchers bio pour vraiment continuer à apprendre sur le terrain et puis, me confronter vraiment, à ce métier, pas juste sur, 1 ou 2 stages par-ci par-là parce que bon, c'est toujours, facile, et on n'a pas la même, posture quand on est stagiaire que quand on est employé et quand pendant 1 an et demi vraiment, on découvre le métier. Donc voilà, ça aura pris du temps mais au moins j'ai fait les choses, sereinement et non pas sans doute mais voilà, à mon rythme en tout cas. Doucement mais sûrement, en appréciant le chemin. Oui. Ouais. Donc au final, est-ce que tu travailles, avec ton conjoint? Alors non, finalement, nos chemins se sont séparés. Moi, j'ai continué l'aventure, agricole, seule et du coup, c'était aussi un peu ça, qui a fait que j'ai pris mon temps. C'est que je voulais faire ce métier. Le fait d'être, ouvrière agricole pendant 1 an et demi, j'ai vraiment, eu la confirmation que je voulais faire ce métier et être dans la production. Mais je voyais bien que seul, c'était un métier très, très complexe à faire, autant physiquement que moralement. Et puis sur la multitude des tâches à gérer, donc j'ai cherché à rejoindre des projets collectifs pour pouvoir, être en équipe. Et du coup, au début, je devais m'installer, sur un premier projet en Nord-Gironde. Mais finalement, pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Grâce, au réseau agricole, proche de Bordeaux, j'ai vu la petite annonce d'un maraîcher qui cherchait un associé. J'ai d'abord fait, des stages chez lui pour qu'on apprenne à se connaître, un petit peu de salariat et ensuite, grâce à mes droits au chômage, j'ai pu faire 1 an, chez lui on appelle ça une convention de parrainage. Voilà, c'est les chambres d'agriculture qui mettent ça en place, dans le cadre de soit un agriculteur qui veut partir à la retraite et d'avoir un tuilage pendant 1 an avec la personne qui reprend ou soit, voilà, des personnes qui souhaitent s'associer et qui souhaitent, tester leur compatibilité d'humeur
avant d'engager les frais et de s'associer. Donc, on a pu faire ça. Ce qui fait qu'on a quasiment travaillé ensemble pendant 1 an et demi avec David avant de s'associer. Notre société est créée depuis le 1er janvier 2022, donc on aura bientôt 1 an. Enfin, ça permet qu'on soit deux et de partager la charge mentale, toutes les tâches à faire pour ce métier. Et puis finalement, de ne pas être en couple, ça permet de pouvoir prendre des vacances chacun de notre côté, parce que quand on s'installe en couple, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un au jardin. Donc voilà, c'est plus facile finalement d'être installé en associé non conjugal pour pouvoir avoir une vie sociale à côté. Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu pour qu'on comprenne bien en quoi consiste ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une journée type dans ta vie de maraîchère? À quoi ça ressemble? Alors nous, alors disons que les journées s'organisent par rapport aux semaines, hein. Ça, j'ai découvert que c'est un métier où il fallait toujours avoir un temps d'avance. On est même dans une logique quasiment de 6 mois d'avance pour anticiper les plantations, les semis, la commercialisation. Donc nous, on a 2 grosses journées de commercialisation, à savoir le mardi et le jeudi. Donc du coup, nos semaines et nos journées s'organisent autour de ces 2 grosses journées de commercialisation. Donc le lundi matin, quand on arrive, on commence à faire des récoltes pour la commercialisation du mardi. On fournit une AMAP à Bègles, près de Bordeaux. Donc c'est une association où les gens adhèrent et s'abonnent pour 1 an à des paniers de légumes. Ce qui nous assure de savoir que tous les mardis, on va récolter telle quantité de légumes et tout va être commercialisé. Donc, c'est quand même une sécurité pour nous. Du coup, les lundis, on commence à récolter. Alors, en ce moment, c'est beaucoup les choux, les carottes, les panais, les poireaux. Et puis après, on a aussi les épinards, les blettes, de la coriandre, des salades dans les serres. Donc le lundi, on commence par des petites récoltes et puis ensuite, en ce moment, c'est sûr que c'est une période un peu plus calme, donc on a le temps de faire du désherbage, dans les serres, on a le temps de faire les bilans, notamment, comptables, mais aussi, faire la rétrospective de, tout ce qu'on a, semé, planté, les quantités de légumes récoltés pour, avoir un peu des bilans et savoir comment était l'année. Donc là, on est plus sur le temps des bilans quand on fait pas des récoltes et puis surtout, prévoir, la saison 2023. Qu'est-ce qu'on va semer? Faire des analyses un peu des variétés qu'on a eues sur l'année 2022 et en choisir de nouvelles pour tester d'autres choses. Et puis, voilà, préparer, 2023. Là, on a des nouveaux projets d'investissement. On va faire un nouveau bâtiment pour stocker les courges. Donc, on est dans les dossiers de demande de financement. Donc voilà, en ce moment, c'est un peu la période de l'année où quand on fait pas de récolte, on est sur les bilans et la préparation, parce qu'une fois que janvier redémarre et ensuite tous les semis de tomates, poivrons, aubergines pour l'été, là, ça s'accélère et on a un peu moins le temps de se poser sur les aspects planning et bilan, quoi. Donc j'imagine que voilà, en saison estivale et à partir de janvier-février, c'est beaucoup de terrain et sur la fin d'année, c'est beaucoup plus de bureaucratique et de commercialisation. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est vrai ça reste une entreprise, donc on a, voilà, toutes les aspects administratifs et financiers de n'importe quelle entreprise à faire, hein, et c'est vrai que c'est à ne pas négliger si on veut que ça dure, surtout que, nous, on est 2, donc il faut qu'on se tire, on a la prétention de vivre de notre métier, donc il faut quand même qu'on soit sûr de pouvoir, se tirer nos revenus. On embauche un apprenti, on embauche quelqu'un pour les marchés, donc voilà, on peut pas avancer à l'aveugle et embaucher du personnel et prévoir des investissements si on n'a pas une très bonne vision de la santé financière de notre entreprise. Donc c'est vrai on s'accorde vraiment ce temps-là, au moment de l'hiver pour bien programmer, l'année suivante. Et après, c'est sûr qu'à partir de janvier, on lance tous les semis de tomates, poivrons, aubergines, ensuite ce sera les poireaux, et puis après, relancer, toutes les plantations pour, le printemps et ensuite pour l'été. Donc, voilà, après on arrive à se tenir à avoir 35 heures effectives de travaux dans les champs.
du lundi au vendredi. Donc, on arrive à ne pas avoir à travailler le week-end, hormis de l'arrosage de semis ou éventuellement on fait des fois des petits chantiers avec nos clients pour leur faire découvrir la ferme. Mais sinon, c'est vrai qu'on arrive à vraiment bien organiser la semaine pour faire 35 heures dans les champs la semaine. Et après, avec mon associé, on se partage la commercialisation les mardis, les jeudis, un peu les week-ends en été. Mais voilà, c'est vrai que on a vraiment à cœur d'être efficace dans notre travail et de ne pas être esclave de notre travail, parce qu'on entend quand même beaucoup dans ce milieu-là que les gens vont travailler 80 heures par semaine et n'arrivent jamais à prendre de pause, de congé. Nous, c'était pas notre choix, quoi. Moi, c'est pour ça que je voulais m'installer à plusieurs. C'est pour ça que David, mon associé, avait fait son appel à associer, parce qu'au début, il s'est installé seul et il s'est rendu compte au bout de 2-3 ans que c'était pas tenable. Et voilà, si on veut avoir une vie sociale et familiale à côté, il faut réussir à bien s'organiser pour s'accorder du temps pour soi, quoi. Et c'est important. Surtout que dans une ère où aujourd'hui on manque d'agriculteurs, de maraîchers, parce que ça fait peur, ce sont des métiers qui font peur. Comme tu le disais, c'est beaucoup l'image de l'agriculteur qui est dans son champ et qui travaille 80 heures par semaine, qui est épuisé. C'est ce qui rebute, je pense, beaucoup de personnes aujourd'hui. Quel serait, toi, ce que tu préfères dans ce métier? Et peut-être après, tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu aimes le moins, tu apprécies le moins peut-être. Moi, j'aime beaucoup le fait d'être dehors, hein, au quotidien. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on a plein de petits rouges-gorges vraiment très curieux, parce que vaches du tout, qui sont tout le temps avec nous quand on est dans les champs pour ramasser les carottes. Ils viennent grappiller les petits vers de terre quand on sort les carottes de la terre. Et c'est vraiment ce lien constant avec le vivant, avec la nature. Et puis, on vit au fil des saisons, donc chaque mois est différent. On voit vraiment la nature évoluer au fur et à mesure. On mesure aussi bien, du coup, les effets du changement climatique, parce que on peut voir d'une année à l'autre que les cycles des végétaux ou même des animaux qui nous entourent vont être perturbés. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille, et c'est des fois, on se prend plein fouet ces changements-là. Mais bon, pour autant, c'est d'être connecté vraiment au vivant. Et puis aussi, d'être... nous, on va vraiment de la semence jusqu'à la commercialisation. Donc, c'est aussi de voir tout le cycle, de pouvoir semer les graines dans la terre et de voir toute la croissance jusqu'à les vendre à nos clients. Et ce lien aussi avec les clients qu'on a, parce qu'on a fait ce choix d'être uniquement en vente directe, il est vraiment précieux, parce qu'on a un retour direct sur notre travail. C'est vrai que c'est des métiers quand même durs, hein, pour autant. Donc, de voir la satisfaction de nos clients, les encouragements, le soutien, c'est ce qui nous aide à tenir. On a aussi des clients vraiment très fidèles, où on voit les enfants qui naissent et nos légumes vont fournir les premières purées des enfants. Donc ça, c'est quand même vraiment très satisfaisant. Moi, c'est vrai qu'il souffrait un peu du manque de concret avant, quand j'étais à la Fondation Nicolas Hulot, à être très spectatrice. Là, vraiment, je me sens actrice, et c'est ça qui est motivant chaque jour, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu peut-être apprécies le moins ou ce qui est le plus dur pour toi? C'est un métier qui est très, très technique quand même, où, comme je disais, il faut tout prévoir, tout anticiper 6 mois à l'avance. Et donc, il y a énormément de travail de planification. Et donc là, c'est des tableaux Excel avec des calculs à n'en plus finir. Et ça, c'est vrai que c'est la partie qui m'enchante le moins. J'avais pas beaucoup d'appétence pour les mathématiques et pour les calculs quand j'étais étudiante. Et donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage d'être à deux. C'est quand même plus mon collègue qui va assumer ces tâches-là. Lui, il adore ça, faire ses tableaux Excel, ses calculs. Et ouais, après, on va beaucoup travailler ensemble pour regarder les différentes variétés, choisir les variétés de légumes. Mais c'est vrai que c'est quand même plus lui qui a la main sur la planification.
Et ça, je suis contente qu'on puisse se partager comme ça parce que c'est le côté, moi, qui m'attirait un peu le moins, quoi. J'ai plus l'impression de retourner dans des choses un peu scolaires, de devoir passer pas mal de temps sur l'ordinateur avec des feuilles de calcul. Et voilà, moi, je préfère clairement être plus dans les champs et dans les actions, les activités physiques et les mains dans la terre que de me remettre sur un ordi pour faire des tableaux Excel. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense qu'on a... Enfin, moi, j'ai beaucoup aussi l'image, donc à la fois de l'agriculteur qui est épuisé et à la fois qui travaille seul. Et en fait, toi, tu es vraiment un contre-exemple parfait. Alors, je dis pas que tu n'es pas épuisé, mais en tout cas, vous réussissez à maintenir un cadre aussi horaire de manière à pouvoir préserver à minima votre santé, aussi bien physique que mentale. Et le fait d'être associé, ben, vous réussissez aussi à vous répartir certaines tâches. Oui. En fonction de vos appétences, compétences, temps, etc. Donc je pense que c'est des images un peu de l'agriculture moderne qui est importante de garder en tête pour les personnes qui aujourd'hui aimeraient potentiellement faire ce métier, mais qui auraient peut-être beaucoup de craintes à franchir le cap. Oui, oui, complètement. J'aimerais maintenant que l'on parle un petit peu justement des agricultures, parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, il y a l'agriculture bio, donc biologique, et le reste, l'agriculture non bio, un peu plein de pesticides, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire si ce raccourci est réel ou est-ce qu'il existe d'autres types d'agriculture et de culture de fruits et de légumes ? Alors oui, on a beaucoup de types d'agriculture et surtout ces dernières années, et puis bon, je pense que c'est très français, on aime aussi un peu mettre les choses dans les cases, mais après, en termes de définition, malheureusement, il n'y a pas de choses vraiment précises, à part l'agriculture biologique, où il y a un cahier des charges qui énonce des règles. Et donc, en l'occurrence, pour l'agriculture biologique, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. On a ensuite plein de courants agricoles qui n'ont pas de cahier des charges et pas vraiment de définition stricto sensu. Donc évidemment, on parle beaucoup d'agriculture conventionnelle et encore une fois, le terme est apparu quand l'agriculture biologique est apparue pour mettre un nom en regard, mais on n'a pas vraiment de définition officielle pour l'agriculture conventionnelle, hormis le fait que ce n'est pas de l'agriculture biologique. Et du coup, par définition, ça veut dire que dans l'agriculture conventionnelle, on utilise des produits chimiques de synthèse. Et après, il y a plein de courants qui sont apparus. Il y a des agriculteurs qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques, qui étaient en agriculture conventionnelle et qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques sans pour autant se faire certifier bio. Et du coup, pour noter quand même un engagement de leur part vers des méthodes plus respectueuses de l'environnement et de la vie du sol. Il y a eu plein de courants qui sont apparus. On va parler de l'agriculture de conservation des sols, où là, on va essayer de moins labourer les sols, de faire de moins d'interventions en tracteur. Il y a quand même de l'utilisation de produits chimiques pour traiter. On parle beaucoup d'agriculture raisonnée. Et là, typiquement, c'est très difficile à définir. Il y a pas de cahier des charges pour dire c'est raisonné de mettre tel pourcentage ou telle quantité de produits chimiques. Non, ça reste à l'appréciation de chacun. On entend aussi souvent parler d'agriculture paysanne. Dans le mouvement de la Confédération paysanne, ils prônent l'agriculture paysanne. Donc là, il y a pas de définition et de cahier des charges à proprement parler. Ça regroupe tout ce qui va être plutôt une agriculture familiale sur petite surface. Mais encore une fois, il n'y a pas de chiffre clé sur qu'est-ce qu'on appelle une petite surface. Et après, ce qu'il faut distinguer aussi, c'est l'agriculture en pleine terre et l'agriculture hors sol, parce qu'on a quand même pas mal de fruits en France, beaucoup les fraises par exemple, qui vont être cultivées hors sol. Il y a aussi beaucoup l'agriculture urbaine, quand on cultive sur des toits ou sur des containers où les plantes sont mises dans des supports de culture, mais ce n'est pas planté dans la terre, dans le sol. Un des éléments clés aussi de l'agriculture biologique, c'est que les plantes doivent être dans le sol, plantées dans la terre, et donc tout ce qui va être agriculture dans des containers ou dans des bacs en plastique sur des toits ne pourront jamais certifier agriculture biologique, parce qu'il faut vraiment en agriculture biologique, que les plantes fassent leur cycle de culture en contact avec le sol
et la pleine terre. Et donc, il y a une infographie que j'aime beaucoup. Moi, je suis, du coup, comme vous l'avez compris, je suis pas trop mathématique et donc les chiffres, c'est pas trop mon fort. Mais il y a une infographie qui explique très bien les différents types d'agriculture qui a été réalisée par Le Bon Pote. Donc, je vous mettrai le lien et notamment qui s'intéresse au rapport avec le sol que chaque agriculture a. Au final, ce qu'on a beaucoup oublié ces dernières années avec l'essor de l'agriculture industrielle et l'utilisation des produits chimiques et la mécanisation, c'était que pour qu'une plante, elle pousse bien, c'était pas le fait de lui perfuser des substances, et des produits chimiques et des engrais chimiques qui vont faire qu'on aura une bonne production, mais c'est vraiment de se recentrer sur le sol et la vie du sol. Et c'est le sol qui est censé vraiment nourrir et suffire aux plantes. Les infographies sur Le Bon Pote analysent vraiment chaque type d'agriculture par rapport à son rapport au sol et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça nous ramène à l'essentiel qui est si on veut cultiver, il faut avoir des sols vivants et donc comment chaque agriculture aborde cette notion-là. Et donc après, en termes de nombre de cultures de fruits et de légumes, dans chaque courant agricole, que ce soit l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée, on a ce qu'on appelle différentes filières. Donc, les plus connues, ça va être les grandes cultures. Donc, pour les cultures de céréales et de plantes à huile, tournesol, colza, par exemple. On a l'élevage, évidemment. Donc là, encore une fois, il faut distinguer l'élevage pour le lait et l'élevage pour la viande. Ce n'est pas les mêmes races, ce n'est pas les mêmes modes de culture. On va avoir, en France, et notamment pour moi qui suis dans le Bordelais, la viticulture, évidemment. Et après, sur tout ce qui est fruits et légumes, on aura l'arboriculture et puis les légumes. Et une culture qui est un petit peu moins connue, mais qui attire quand même pas mal de gens maintenant en reconversion, c'est ce qu'on appelle les cultures de plantes aromatiques et médicinales. Donc là, ça va être toutes les plantes pour faire les tisanes, pour faire des huiles essentielles, des hydrolats, pour faire des parfums, les cultures florales, l'horticulture pour faire des fleurs coupées. Et puis ensuite, on a quelques cultures qui reprennent de l'essor, l'apiculture notamment, la culture du houblon. Toutes ces filières que j'ai pu citer, on est quand même en France, on a encore la chance d'avoir une belle diversité et on retrouve toutes ces grandes filières en France. Après, la problématique, c'est que souvent, on va tendance à aller vers de l'hyper-spécialisation et de la monoculture, alors qu'avant, les fermes de nos grands-parents étaient ce qu'on appelle de la polyculture élevage, où on produisait les céréales pour nourrir ses bêtes, on avait aussi un peu de tabac, on avait des vaches, mais on avait aussi un peu de moutons et de brebis. Enfin voilà, on avait des fermes très diversifiées et avec la mécanisation, la façon dont les aides aussi européennes sont faites, on a quand même beaucoup incité les agriculteurs à se spécialiser dans un type de culture et avec tous les dommages que ça peut avoir parce que quand on dit il faut pas mettre ses œufs tous ses œufs dans le même panier, voilà, sur une activité économique, de se spécialiser sur une seule culture, une seule façon de travailler, ça peut vraiment fragiliser, qu'on soit en bio ou pas en bio. La monoculture qui a été mise en place pour une question de rentabilité aussi et de rendement, c'est vrai que ça fragilise, comme tu disais, le portefeuille et la rentabilité potentielle de l'agriculteur, mais ça fragilise aussi beaucoup l'écosystème et le sol. Tout à l'heure, tu te parlais que finalement tout venait du sol en fait. On parle de fertilité du sol, c'est ça qui est finalement le plus important au-delà du produit que l'on met sur la plante. La monoculture, on vient épuiser les ressources du sol puisque les plantes sont assez complémentaires, viennent chercher des nutriments bien spécifiques en mettant les mêmes cultures à chaque fois, c'est toujours les mêmes nutriments qui sont puisés. Les terres ne sont plus enrichies en azote. Derrière, tu parlais aussi de l'élevage, produire ses céréales pour ses bêtes. Ça c'est une chose, mais ensuite les bêtes qu'est-ce qu'elles font ? Elles font caca, et le caca ça fertilise le sol aussi, et du coup ça vient participer à la fertilisation du sol et aux cultures des restes des plantes. Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans j'ai pas envie de dire l'émergence, parce que ça existe depuis des années, mais la réémergence
de la culture en mode permaculture. Alors la permaculture, c'est pas que le jardin, c'est pas que le potager, c'est tout un mode, une philosophie de vie. Mais en tout cas, dans cette philosophie de vie, il y a notamment la culture qui arrive et le jardin. On parle aussi de jardin-forêt, etc. Et c'est vraiment la notion de polyculture et de du non-travail des sols qui est très prônée dans ce type d'approche. Bah alors, c'est vrai que moi, souvent, quand je rencontre des gens et que je leur dis que je suis maraîchère biologique, les gens me disent: «Ah bah, est-ce que tu fais de la permaculture?» Bon, bah, comme je disais tout à l'heure, quand on parlait un peu des différents types d'agriculture, il n'y a pas de définition unique de la permaculture. Et comme tu disais, c'est pas que le jardin, c'est aussi il y a la permaculture humaine. Donc bon, souvent, je demande aux gens qui me donnent un peu, eux, leur définition de la permaculture, et après, je leur dis si, à mon sens, enfin, si au regard de ce qu'ils mettent derrière le mot permaculture, j'en fais. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que dès le début, bah, j'ai cherché à comprendre ce qu'on entendait par permaculture, et donc j'ai lu des livres de David Holmgren et Bill Mollison, qui sont un peu les pères de la permaculture en Australie. Moi, ce que j'aimais bien dans cette approche, c'était de réfléchir en termes de cycle, quoi, dans une ferme ou dans une maison, et de chercher à gagner en autonomie. Que aussi, bah, une chose ou un objet ou un élément du système puisse servir à plusieurs choses. Et c'est ça ce que j'aime dans la philosophie de la permaculture, c'est surtout de gagner en autonomie dans son système. Et c'est vrai que quand on se pose cette question-là, quand on voit que pas mal d'agriculteurs sont encore dépendants d'engrais chimiques, de pesticides, enfin d'énormément d'éléments de l'extérieur, extérieurs à leur ferme, pour faire vivre leur système, on se dit, bah, il y a un problème, en fait. Dans les forêts s'autogèrent, sont autonomes, les arbres arrivent à faire leur cycle, à se développer sans qu'on apporte rien de l'extérieur. Donc, quand on est tellement dépendant de l'extérieur pour faire vivre son système, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, voilà, moi, dans notre ferme, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire, d'être le plus autonome possible. C'est pour ça qu'on veut faire, qu'on fait nos plans, pour vraiment avoir une liberté de choix dans nos semences, dans les variétés qu'on va cultiver. Pas dépendre aussi du calendrier, du planning d'un producteur de plants, parce que s'il a un souci, qu'il a du retard, bah, nous, c'est toute notre production qui va mettre en défaut, quoi, et en retard. On essaye de mettre de plus en plus sur la ferme ce qu'on appelle des engrais verts. Donc, dès qu'un espace de culture est libre, on va semer un mélange de céréales et de légumineuses qui captent l'azote de l'air pour la retransmettre dans le mettre dans le sol. Et donc, on met ça dès qu'une zone de culture est vide. Et puis ensuite, au printemps, on les broie, et toute cette matière va se dégrader par la vie du sol et va enrichir le sol. Et ensuite, on va implanter une nouvelle culture sans devoir apporter de l'engrais bio de l'extérieur. Donc, on en utilise encore un petit peu quand même de l'engrais bio, parce que mettre des engrais verts, ça prend du temps, et c'est au fur et à mesure des années de culture qu'on pourra peut-être gagner encore un peu plus en autonomie et de plus dépendre d'engrais bio. Mais après, on va aussi aller récupérer du fumier de cheval ou de vache de voisins agriculteurs. On arrive aussi en créant une diversité végétale et en essayant de ne pas mettre tous les poireaux au même endroit ou tous les choux au même endroit, de pouvoir jouer avec les équilibres naturels. Les arbres, avec leurs racines, vont aller puiser de l'eau et des minéraux que nos petites plantes, avec leurs petites racines, ne peuvent pas forcément aller chercher aussi loin. On a aussi, comme je disais, énormément d'oiseaux qui sont là, présents au quotidien, et qui, bon, ils nous mangent un petit peu de vers de terre forcément, mais ils vont aussi manger des chenilles de papillons qui ravagent nos choux. Donc voilà, chercher l'autonomie, la diversité, et finalement de complexifier au maximum le système pour que les équilibres naturels se refassent, quoi. En fait, c'est tout simplement recréer un écosystème que nous avons détruit de manière à ce qu'il y ait une autorégulation qui se fasse. Enfin, au bout d'un moment, en fait, la nature, elle est bien faite, hein. On est censé s'autoréguler. C'est pas par magie qu'on retrouve des sangliers dans les villes et que maintenant on fait de la chasse intensive pour les supprimer. C'est parce qu'au bout d'un moment, on a aussi enlevé leurs prédateurs. Voilà.
Donc, au bout d'un moment, moins on touche à notre nature et à notre écosystème, et plus il se régule naturellement aussi, quoi. Oui. Alors c'est vrai qu'aussi, bon, j'entendais beaucoup de gens dire: «Ah bah, c'est génial quand on fait de la permaculture, on a plus besoin de travailler». Bon alors ça, je voudrais nuancer que, bon, bah, malheureusement, en effet, quand, à partir d'un moment où on a simplifié un système, de recréer de la complexité, ça prend quand même du temps. Mon associé s'est installé en 2017, donc là, on arrive en 2023. C'est vrai qu'il faut quand même bien 5 6 ans pour, recréer un écosystème varié, une vie des sols, donc bon, c'est pas juste se dire, «Je fais de la permaculture, je ça m'économise, du travail». C'est quand même, C'est du long terme. ça prend quand même du temps de voilà, de recréer, un système diversifié, ouais. Donc, si je comprends bien, il y a l'agriculture bio, sans engrais, et enfin, en tout cas, engrais de synthèse et chimiques, et il y a le reste. Et dans le reste, il y a plein de choses que l'on peut nuancer. Donc, finalement, pour une personne, là je prends une personne lambda qui peut nous écouter, hein, pour aller faire ses courses et manger le plus sain possible, soit on se tourne vers l'agriculture bio, les fruits et légumes bio, soit si pour X ou Y raison il n'y a pas aussi économiquement, ça peut être plus compliqué de se fournir que en bio en tout cas. Derrière, en fait, la seule alternative, c'est de connaître la culture, le mode d'agriculture utilisé, et si possible, plutôt aller carrément parler à l'agriculteur et de voir comment il fonctionne. C'est bien ça. Oui, oui, bah, c'est sûr, bah, déjà, de privilégier le local, et de saison parce que, une plante, enfin, en termes, d'impact, déjà, bah, si on achète, local, français, on réduit quand même, l'empreinte carbone, de ce qu'on achète. Et puis, de saison, quoi, parce que un légume, qu'on va, s'entêter, enfin, quand on s'entête à faire pousser des tomates, en France, en hiver, on se rend bien compte qu'il n'y a pas l'ensoleillement qu'il faut. Les sols sont froids. Enfin, c'est des périodes de l'année où la vie du sol quand même est moins riche, et donc pour faire produire, un rendement, qui soit, rentable, pour l'agriculteur qui va sûrement devoir, chauffer ses serres pour que les tomates, se développent, les bourrer, d'engrais chimiques pour que la plante fasse son cycle alors que, il y a moins de lumière, elle fait moins de photosynthèse, elle pourrait pas croître, en temps normal, à ces températures et ces niveaux d'ensoleillement. Forcément, on va manger enfin, ce qu'on mange, c'est même plus de la tomate et des molécules de tomate, c'est quand même surtout des produits de synthèse, qui sont pas bons pour, enfin, qui sont pas bons pour notre corps, quoi, voilà, qui nourrissent pas, et c'est pas les nutriments, que la plante a puisés, dans le sol, c'est pas toute l'énergie, solaire qu'elle a mis dans son cycle de production, enfin, voilà, c'est se dire que acheter une plante, enfin un légume, ou un fruit qui n'est pas de saison, on n'assimile pas les bonnes choses, à ce moment-là, quoi, et puis, là, je voyais typiquement, on faisait un peu les courses, avec, ma maman pour préparer Noël, et je voyais en rayon, bah, des poivrons, des courgettes, des tomates, des aubergines, donc bon, qui venaient d'Espagne, du Maroc ou d'Italie, qui étaient 2 fois plus chers, que moi, mes légumes bio quand je les vends de saison. Donc c'est vrai que souvent les gens disent: «Le bio, c'est cher», mais acheter un poivron en hiver, ça coûte 2 fois plus cher que si on achète, un poivron bio en été, quoi. Donc c'est ça aussi, qu'il faut prendre conscience, c'est, le coût des choses, et aussi, bah, enfin l'argent qu'on met dans un produit, est-ce qu'on le met pour, vraiment acheter un produit qui nous nourrit, ou, est-ce qu'on le met pour payer, les engrais chimiques, que l'agriculteur a mis dans les légumes, quoi. Donc, c'est le rapport à la santé, à l'argent qu'on met dans les produits. Heu, Après, ce qu'il faut quand même, souligner, hein, parce que je veux pas dire qu'il y a que l'agriculture biologique, qui soit bonne. On a quand même, une tendance vers le mieux, quoi, parce qu'entre le coût des produits chimiques, le coût de l'énergie et tout ça, les agriculteurs qui ne sont pas bio, de fait, ont quand même,
un souci de vivre de leur métier et de faire des économies et donc consomment de moins en moins d'intrants chimiques. Heu il y a quand même comme je disais qu'il y a pas de cahier des charges, sur l'agriculture non bio enfin, pour les agricultures qui ne sont pas biologiques, il y a quand même maintenant des règles pour, par exemple, les gens qui produisent du maïs, ils ne peuvent plus faire du maïs, enfin, pour avoir les aides européennes, ils ne peuvent plus faire du maïs, année après année au même endroit. Ils sont invités à faire ce qu'on appelle des rotations de culture et à mettre des céréales, enfin d'autres céréales après ou d'autres plantes ou, mettre des engrais verts et tout ça pour, justement quand même, arrêter d'épuiser les sols, chaque année au même endroit. Donc il y a quand même des choses qui vont vers le mieux. On a beaucoup de fermes maintenant qui ont des tracteurs hyper, sophistiqués, équipés, avec, des appareils comment dire? De calcul pour, irriguer, enfin mettre de l'eau aux plantes vraiment au bon moment, au bon endroit et limiter la ressource en eau. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, dans le monde agricole pour essayer de réduire au maximum, la consommation d'intrants. Mais bon, en cas de souci, un agriculteur bio ne pourra jamais avoir, qui est certifié bio ne pourra jamais, avoir recours à une substance chimique s'il a, une invasion, je sais pas de chenilles. Alors qu'un agriculteur, non biologique qui même si depuis des années il utilise plus de produits chimiques, bon bah, s'il a une problématique sur une culture, il aura pas la contrainte de la certification bio pour, avoir recours à des produits chimiques. Donc bon, moi, c'est vrai que souvent, il y a des agriculteurs qui me disent: «Bah, je suis pas bio, mais quasiment». Oui, mais bon, bah, le jour où tu as un pépin, si tu as le choix entre un produit chimique et non chimique, tu vas peut-être vouloir assurer, le coût et protéger tes cultures en mettant un produit chimique. Alors que quelqu'un qui est certifié bio, dans tous les cas, il pourra jamais le faire et ça amène d'autres problèmes, hein, parce qu'on prend des risques, hein, c'est sûr, des choix, heu mais bon, non, je suis quand même convaincue que moi, je voudrais rester, dans le bio. Là, il y a depuis quelque temps, l'effet après covid, on voit que les magasins bio ont des fois tendance à baisser et tout ça, mais moi, je reste quand même convaincue que c'est la bonne façon de faire et je j'aurais pas envie de changer, quoi. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a tendance aussi à voir un petit peu court terme et on se rend pas compte, de l'impact, à la fois écologique et de santé de l'utilisation de ces intrants, chimiques et qu'on voit, l'impact par contre, potentiellement économique sur le portefeuille quand en cette période, d'inflation, parfois, c'est vrai que, concrètement, ça peut être compliqué de faire des choix, pour des choses qui sont plus chères à l'instant T, quand on a moins le choix. C'est vrai que moi j'essaie toujours quand je reprends ma casquette un petit peu de naturopathe et quand je suis en consultation avec des clients et des clientes, d'avoir un discours assez nuancé, d'essayer de prôner au maximum déjà comme tu le disais de manger de saison et local parce que c'est ce qui nous apporte le maximum de vitalité. De toute façon, moi je n'arrive pas à concevoir, pas plus tard qu'il y a quelques jours, là je suis allée au restaurant et à côté du poisson fraîchement pêché à côté de chez nous, ils ont servi une ratatouille à base d'aubergines et de poivrons. On est au mois de décembre. J'ai trouvé ça en fait complètement triste, en fait triste, tout simplement triste. Et donc manger de local, manger de saison, et puis au maximum si on y arrive, et en plus c'est même le cas en ville avec les AMAP, etc., d'aller en fait créer un lien avec son agriculteur, de trouver ou son maraîcher et de savoir comment il cultive quoi, au maximum. Effectivement tu parlais de la personne, l'agriculteur qui des fois n'utilisait rien, mais quand il y a une invasion de quelque chose, allait quand même utiliser les engrais. Peut-être qu'on arriverait, alors la question c'est est-ce qu'on arrive toujours à créer une relation assez de confiance pour que l'agriculteur soit assez authentique pour dire non, je j'utilise rien, mais là c'est vrai que cette culture-là, spécifiquement, j'ai utilisé des engrais parce que j'avais un gros souci quoi. Ça c'est la question qui reste peut-être un peu en suspens. Après, bon aussi, c'est sûr que d'un point de vue financier, à partir du moment où on réduit le nombre d'intermédiaires, on achète forcément au prix, le plus proche
du coût de revient et du coût de production et on aide d'autant plus, les agriculteurs, quoi. Parce que forcément, quand on rajoute, les intermédiaires des magasins, hein, que ça soit des magasins spécialisés bio ou des grandes surfaces, forcément, à chaque fois, plus on rajoute des acteurs dans la chaîne, chacun veut prendre sa part et sa marge et donc ça fait qu'au final, ils vont tenter de réduire au maximum, le premier coût d'achat au producteur pour que, en direct consommateur, ça soit accessible. Mais, nous, c'est vrai que des fois, les gens qui aménagent proche de notre ferme et qui viennent à la boutique le jeudi soir, parce qu'ils en ont entendu parler ou quoi, qui voient les prix et cetera: «Mais vous êtes bien beaucoup moins cher qu'en magasin bio». Mais oui, oui, forcément, parce que, enfin, nous, on vous vend le prix qu'on vendrait au magasin bio, sauf que le magasin bio, derrière lui, il va vouloir se faire sa marge pour assumer ses charges, ses salaires et c'est normal, hein. Mais du coup, forcément, oui, oui, quand on réduit les intermédiaires, on on paye au prix le plus juste, quoi. Et c'est vrai que des fois, j'entends parfois des personnes râler, parce que, le bio en grande surface, il est emballé dans du plastique et que c'est pas cohérent. Mais en fait, malheureusement, c'est pas les, heu, enfin, c'est pas le cahier des charges bio qui est responsable de ça. C'est plus qu'à partir du moment où en grande surface, on a, du bio et du non bio qui se retrouvent, proches et dans des zones de stockage, pareilles, similaires, au même endroit, pour éviter tout risque de contamination entre le non bio et le bio, on demande, au bio d'être emballé alors qu'en fait ça devrait être le non bio qui devrait être emballé pour, ne pas contaminer, tout ce qui n'a pas de produits chimiques. Donc c'est sûr que, voilà, si on veut acheter bio, faut essayer de privilégier plus le marché, les producteurs, les magasins spécialisés que les grandes surfaces parce qu'on a quand même ce souci et malheureusement, que le bio est emballé en grande surface. Alors je sais que la loi, je crois que va faire évoluer les choses pour avoir des contenants, plus écologiques. Mais voilà, ça restera quand même toujours emballé, d'une façon ou d'une autre, quoi. Et plus cher. Et plus cher, ouais. Et puis malheureusement, c'est ce qu'on parlait aussi un peu tout à l'heure sur, la monoculture, l'hyperspécialisation. C'est vrai que quand il y a eu un peu un boom du bio et notamment, fournir le bio en grande surface, ça reste quand même un des endroits, où il y a la plus grosse part de marché sur le bio. Du coup, les agriculteurs ont dû, se spécialiser et produire, sur des plus grandes surfaces pour fournir, la grande distribution. Donc on retourne un peu dans les travers, des autres agricultures, et de l'hyperspécialisation et voilà, forcément, c'est quand on plante des hectares et des hectares, de poireaux, même en bio, il y a quand même on accentue le risque de maladies, d'insectes, parce que ça va être open bar pour eux. Alors que si, il y a plein de petites parcelles de poireaux disséminées, pour une mouche, ça va être plus difficile, d'aller, contaminer toutes les parcelles de poireaux. Donc il faut aussi se dire que oui, le bio pour la grande surface, nécessite des méthodes qui sont pas vraiment favorables à l'environnement, à la vie du sol et qui vont pas dans la logique, quoi. Donc il faut quand même, essayer d'aller chercher, au maximum, les producteurs proches qui sont sur des surfaces un peu moins grandes, qui vont faire de la diversité, pour privilégier ce type de culture et de ne pas retomber dans les écueils, de la monoculture et des grandes surfaces et de l'hyper, spécialisation. Alors avant de clôturer, cet épisode avec une petite ouverture, j'ai une dernière question sur le bio. Sans forcément rentrer dans les aspects très, législatifs et techniques, est-ce que tu pourrais nous dire si, le bio en France, c'est la même chose que le bio à l'étranger, de type Espagne par exemple? Alors que le cahier des charges, maintenant sur l'agriculture biologique, il est européen. Donc, autant le bio, la France a été un peu pionnière, dans les années, 80 et avait son propre cahier des charges. Mais, depuis 91, c'est un cahier des charges européen et donc il a fallu, harmoniser, justement le cahier des charges pour que chaque pays, de l'Union européenne qui veuille cultiver bio,
s'y retrouvent. Et donc, les pionniers de la bio en France n'ont pas vu d'un très bon œil ce passage à l'Europe parce que des fois, il y a un peu des incohérences. On a enfin, voilà, on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques climatiques, géographiques, de sol. Et du coup, c'est très, très compliqué d'harmoniser avec autant de pays. Il y a eu notamment la problématique des serres chauffées parce qu'en bio, on pouvait chauffer les serres. Et parce que certains pays, voilà, s'ils veulent avoir des tomates au printemps, enfin certains pays d'Europe de l'Est, s'ils veulent avoir des tomates au printemps avec les températures qu'ils ont en début d'année, ils pourraient jamais. Donc ils avaient la possibilité de chauffer les serres. Et voilà, en France, on n'était pas du tout favorable à ça parce que c'est consommateur de, de pétrole. Et donc, je crois que le compromis qu'on a trouvé quand il y a eu une révision du cahier des charges de l'agriculture biologique au niveau européen, c'était les agriculteurs bio ne sont plus autorisés de chauffer les serres pour produire hors saison. C'est-à-dire que si un agriculteur en Bretagne voulait chauffer des serres en décembre pour avoir des tomates en février ou en mars, bah ça, il n'a plus le droit. Enfin, maintenant, en France, on va planter les tomates, on va dire, fin mars, début avril pour les avoir début juin, début juillet, mais on n'a plus le droit de chauffer des serres pendant l'hiver pour avoir des tomates hyper tôt. Donc non, qu'on achète des tomates en Espagne, enfin qui viennent d'Espagne ou d'Italie ou de n'importe quel pays européen, c'est les mêmes règles maintenant. Mais par contre, hors Union européenne, ce n'est pas forcément le cas. Alors après, bon, sur les lois marchandes, il y a quand même un filtre maintenant avec l'Europe où il y a des produits chimiques notamment qui sont interdits à l'échelle européenne. Et donc, s'il y a des cultures produites à l'étranger avec ce produit chimique qui n'est plus autorisé en Europe, normalement, il n'a pas le droit de se retrouver sur le territoire européen. Il y a quand même des filtres maintenant pour garantir un peu des choix que l'Europe a fait d'un point de vue environnement et l'interdiction de certaines substances chimiques. Normalement, on n'est pas censé retrouver ces substances-là provenant d'autres pays sur le territoire européen. Après, il y a parfois des gens qui arrivent à saisir des failles, mais logiquement, on est quand même protégé de certains produits chimiques, même si on ne consomme pas bio. Ce qui est quand même rassurant. On arrive tranquillement à la fin de notre échange et pour terminer cet épisode, je te propose un petit peu de légèreté. Une graine germe et Back to Earth prônent un retour à la terre de l'être humain et une reconnexion à son écosystème. Et je te propose de faire un petit voyage dans le temps et de nous retrouver dans 10 ans. Donc aujourd'hui, là, à l'instant T, nous enregistrons l'épisode, nous sommes le 26 décembre 2022, et oui, un lendemain de Noël. Mais disons que comme il va être publié en 2023, on voyage dans le temps, et là tu ouvres les yeux et nous sommes en 2033. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu réouvres les yeux, qu'est-ce que tu perçois de ce monde en 2033 ? Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Qu'est-ce que tu ressens? Et peut-être même, que fais-tu? Alors, devant moi, je vois le jardin devant ma maison que je suis en train d'acheter et que je vais avoir courant 2023. Et il y a mon conjoint et son fils qui observent les papillons sur les fleurs parce qu'on a plein de fleurs devant la maison. Il y a un de mes chats qui est dans un arbre et un autre qui fait la sieste sous un bosquet. Voilà ce que je vois en ouvrant les yeux en 2033. Et qu'est-ce que tu perçois de ce monde en 2033? Vraiment la sensation d'être à ma place, heureuse de mes accomplissements et de ceux qui restent à venir. Quand Voltaire, à travers Candide, nous disait il faut cultiver son jardin, je crois que c'est vraiment ça la clé. Là, je prends l'image du jardin devant ma maison parce que je suis contente aussi à cette étape de ma vie de pouvoir me recentrer et arriver dans une phase où je vais vraiment cultiver mon jardin personnel et pas que celui du GAEC ferme la porte. Et donc, heureuse d'avoir réussi à mener ma barque et ma reconversion professionnelle pour réussir en 2033 à être vraiment aussi à ma place personnellement.
mais quand même accompli par tout le parcours professionnel que j'ai derrière moi. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs et auditrices? Vraiment, j'ai envie de dire que la transition agricole et rurale, elle est possible. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ma reconversion professionnelle dans le monde agricole, mais c'est vrai j'ai pas trop détaillé la reconversion rurale. Alors même si je venais de la campagne à la base, j'ai quand même eu plusieurs années en ville avec on va dire une certaine stimulation citadine, que ce soit par les spectacles, les concerts, les sorties. Et c'est vrai que quand je suis revenue finalement en milieu rural, cette transition rurale n'a pas été si simple parce que il faut réapprendre à vivre un peu différemment, à pouvoir s'occuper sans tous les stimuli qu'on peut avoir à la ville et donc prendre le temps d'aller rencontrer ses voisins, d'aller découvrir les associations locales, les petites manifestations culturelles et donc ça, mine de rien, c'est vraiment à considérer quand on veut envisager sa reconversion rurale, de se questionner sur, j'ai envie d'un retour à la terre, d'avoir un jardin, d'avoir de l'espace, d'être, à la campagne, mais il faut quand même aussi se questionner sur, qu'est-ce qui dans la vie d'avant nous faisait plaisir et qu'on a envie de retrouver dans cette vie rurale. Moi, je sais que je l'avais pas forcément bien identifié, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir un tissu associatif, d'engagement bénévole, associatif et tout ça. Et donc, bah, par chance, j'ai vraiment retrouvé tout ce dynamisme-là, en Sude-Gironde où je suis maintenant, mais je l'avais pas forcément mesuré avant. Et c'est toujours quand il nous manque quelque chose qu'on se rend compte de ça. Donc, voilà, avant de s'engager, dans la reconversion, professionnelle, ou rurale et de mode de vie, c'est quand même, enfin, quand on a envie de partir, c'est toujours, parce qu'on voit le négatif de la situation, à l'instant T. Mais il faut quand même aussi faire ce petit travail de chercher ce qui nous plaisait. Moi, c'est vrai que dans mon travail à la Fondation Nicolas Hulot, j'aimais le travail en équipe et c'est pour ça, quand j'ai commencé ma transition, professionnelle, j'ai dit: «Bon, OK, je vais être agricultrice, mais je veux pouvoir, être à plusieurs et pas être toute seule». Et donc sur la transition rurale, je j'ai découvert après coup que j'avais vraiment besoin de trouver un bon tissu associatif pour, continuer à m'épanouir en dehors du travail. Donc, voilà, prendre le temps de se connaître, de faire la liste des pour et des contre de notre vie d'avant et de ce qu'on veut, quand même essayer de retrouver, dans la vie, à venir. Et Back to Earth, là, a sorti un très bon guide, récemment sur, les différentes, structures qui peuvent, nous accompagner dans nos reconversions et dans nos transitions agricoles et rurales, pour nous accompagner. Et je trouve que c'est vraiment, une richesse d'avoir, ce contenu-là parce que ça reste une transition, une étape. Et moi, je suis persuadée qu'on a toujours besoin un peu de mentors et de personnes, pour, bien accompagner ces transitions-là. Donc, à travers le guide, là, il y a vraiment, toute une pléthore d'acteurs, de références, d'ouvrages, de témoignages et tout qui, je pense, vont bien aider les gens, à engager, la transition, vers ce qui leur, conviendra le mieux, quoi. Merci beaucoup Emeline pour ce rajout effectivement qui a son importance parce que quand on change de métier souvent, en tout cas pour ce genre de reconversion professionnelle, ça demande de changer d'environnement de vie et ça peut être bouleversant. Il faut y être préparé, il faut savoir ce que l'on quitte et pour savoir aussi ce qu'on peut gagner à côté ou tout simplement ce qui peut être modifié ou transformé. Toute dernière question, si on souhaite retrouver tes bons fruits et légumes, où est-ce qu'on peut venir se les procurer? Notre société s'appelle, la ferme La Porte à Labesco, donc c'est en Sud-Gironde, pas très loin d'une ville, qui s'appelle Bazas. Et donc tous les jeudis soirs, de 17h à 19h, on a la boutique à la ferme avec, nos légumes. Il y a aussi, un ami boulanger, des éleveurs de viande, du fromage, des œufs, de la bière, du vin, du miel, donc que des producteurs locaux dans un rayon de, 15 kilomètres, je dirais.
On est surtout actif sur Facebook. On a une page Facebook, Ferme la porte, où on met à jour un peu les nouveautés à la boutique, les nouveaux produits, les nouveaux producteurs, les actualités dans les champs aussi, les différents marchés qu'on fait. Voilà, c'est le bon endroit pour nous suivre et pour trouver où on est. Merci beaucoup Emeline pour ce bel échange, de nous avoir aussi éclairé sur, à la fois sur ce type de reconversion professionnelle et de vie et en même temps les différents types d'agriculture qu'il existe aujourd'hui. Je te souhaite une très belle continuation dans tes projets. J'espère que tu vas pouvoir avoir ces petits papillons qui volent devant toi en 2033 et ta petite vie paisible avec ta nouvelle maison. J'imagine que toute ta vie prend de plus en plus sens aujourd'hui et que cet apport de concret te satisfait pleinement. Merci pour l'invitation, Alexandra, et heureuse d'avoir pu partager tout ça avec vous. À bientôt, Emeline. À bientôt, au revoir. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes? N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.